Alors bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle Malte Academy. Donc je suis accompagnée ce soir par Alexa qui va nous parler de recherche utilisateur. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et on va en profiter pour faire un petit test pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc pour le moment, vous êtes censés nous voir toutes les deux à l'écran. Vous êtes censés également bien nous entendre. N'hésitez pas, si c'est pas le cas, à nous prévenir. Vous avez un petit espace pour nous écrire, nous envoyer vos questions. Bonjour Yann, ben voilà, donc Yann nous a écrit directement dans le chat, donc vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos questions tout au long de la présentation. Donc selon le volume des questions, on fera peut-être des pauses pendant la présentation pour qu'Alexa puisse y répondre. Et je voulais aussi simplement, donc je vais partager mon écran. Je vous demande juste une seconde pour que j'aille rechercher, hop, la slide. Voilà. Donc du coup, je voulais simplement vous parler des Malte Academics, qui sont des initiatives qu'on a démarrées en mars, donc à l'annonce du confinement. Donc ce sont des formations qui sont proposées par nos freelances majoritairement. Donc, si vous êtes intéressé, vous souhaitez vous aussi proposer l'animation d'une Malte Academy comme Alexa aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous partagerai le lien justement pour nous envoyer vos sujets. Donc les Malte Academy, ça peut être tout type de sujet, produits, marketing, design, des sujets tech. Donc vraiment, n'hésitez pas à proposer les vôtres. Vous pouvez bien sûr consulter toutes les Malte Academy. On a à peu près 200 Malte Academy déjà réalisées depuis le mois de mars. Et vous pouvez aussi consulter tout le programme des prochaines Malte Academy des prochaines semaines, donc sur le site malteacademy.com. Donc, je vais arrêter le partage. Alexa, ça va être à ton tour. Donc, je vais te laisser à ton tour partager ton écran pour vérifier que tout fonctionne correctement. Moi, je reviendrai pour la partie des questions. Je vais couper mon micro pour pas faire de bruit. Et je vous souhaite à tous une bonne Malte Academy. Et Alexa, c'est parfait, on voit ton écran. Pour le moment, on ne t'entend pas, mais je pense que il faut juste que tu décoches. Alors là, non, on ne te voit plus. Ça y est, Ça y est, c'est bon. c'est parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme a pu le dire Fanny, on va discuter aujourd'hui de recherche utilisateur, particulièrement en startup B2B. Et donc, j'ai voulu axer sur le B2B parce qu'il y a vraiment des challenges qui sont différents par rapport au B2C. Je suis désolée si vous entendez du nom, j'ai du son autour, j'ai quelques sites de construction, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc rapidement, pour me présenter en quelques mots, je suis designer depuis à peu près 8 ans. J'habite aujourd'hui à Vancouver, donc il est 8 h du matin ici. J'ai pris un peu de café, mais j'espère que ça ira. J'y vis depuis 3 ans et je suis passionnée aussi de cuisine, de randonnée, de voyage et de design en général. Je voulais aussi dire que je ne suis pas UX researcher, donc je ne suis pas spécialisée dans la recherche utilisateur, mais ça fait partie aussi de ma profession. Donc, je voulais plutôt partager mon expérience, les choses que j'ai pu essayer, les expérimentations que j'ai pu faire, plutôt que donner un cours un peu théorique sur la recherche utilisateur. Et chose que je pense que peut-être certains d'entre vous qui sont peut-être UX researchers feraient sûrement mieux que moi. Mais je suis ravie en fait de partager, de débattre un peu sur les méthodes aujourd'hui. J'ai travaillé dans de nombreux univers B2B, donc la publicité, le retail, la santé, la construction, et aujourd'hui je travaille dans le monde plutôt de l'industriel au sens large, dans une entreprise qui s'appelle Parsable et qui crée des applications web et mobiles pour faciliter les process et le travail en usine. Et donc, comme a pu le dire Fanny, nous avons à peu près 40 minutes de présentation, 20 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Fanny m'aidera à les sélectionner pour après y répondre. N'hésitez pas on en rediscutera à la fin de la présentation. Notre échange, donc en fait, sur ces 40 minutes, donc, ce que j'aimerais faire, c'est un peu introduire qu'est-ce que le B2B et la recherche pour être sûr qu'on soit tous égaux. Et puis ensuite, je vais parler un petit peu de modèle mental, qui est pour moi un concept qui introduit bien en fait la raison d'être de la recherche utilisateur et pourquoi en fait c'est si important de bien connaître son utilisateur, la personne pour qui
en fait, on design un produit ou un service. Ensuite, je vais essayer de passer le plus de temps possible sur les challenges du B2B par rapport au B2C et voir en fait comment les méthodes qu'on peut mettre en place peuvent nous aider en fait à aller au-delà de ces challenges-là. Et ensuite, on passera un petit peu de temps à récapituler ce qu'on a appris et enfin, à la fin, on fera une partie questions-réponses. Donc, en deux définitions, donc la recherche utilisateur, elle se concentre vraiment sur la compréhension de l'utilisateur, de comment il se comporte, quels sont ses besoins et ses motivations. Et surtout, en fait, on a des techniques qui sont mises en place comme les techniques d'observation, comment en fait une personne va faire une tâche, comment elle va être confrontée à un problème à résoudre, etc. Donc, c'est vraiment de ces méthodes-là dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, le B2B, donc je vais dire souvent B2B, donc c'est vraiment l'ensemble des activités que nous, deux entreprises, donc ce ne seront pas des applications destinées aux consommateurs comme Instagram, Facebook, etc., mais plutôt des applications pour les entreprises. Donc, avant de commencer, comme je disais, à parler du vif du sujet, j'aimerais qu'on ait un consensus de pourquoi en fait la recherche est primordiale dans la création d'un produit ou d'un service. Donc j'ai essayé en fait de vous expliquer ce concept que j'aime beaucoup pour vous montrer en fait à quel point en fait on a besoin de bien connaître l'utilisateur. Donc en quelques mots, le modèle mental représente en fait le processus de pensée d'une personne. Donc sa façon en fait de voir comment quelque chose fonctionne. Donc sa compréhension finalement du monde environnement. Les modèles mentaux, ils sont basés sur des faits qui sont incomplets, des expériences passées et aussi des perceptions intuitives. Donc déjà, rien que là, on peut comprendre que personne n'aura jamais le même modèle mental. Et donc, c'est difficile en tant que designer ou en tant que personne produit de finalement d'avoir exactement le même modèle mental que les utilisateurs. Ces modèles mentaux, ils aident aussi à façonner les actions et les comportements, à influencer ce à quoi les gens prêtent attention dans les situations compliquées et à définir comment les gens abordent et résolvent des problèmes. Donc finalement, si on sort un peu de cette définition un peu compliquée, je vais prendre l'exemple de la dernière entreprise pour laquelle je travaille, qui est Parseval, et qui est du coup destinée aux travailleurs en usine. Donc moi, en fait, quand je suis arrivée chez Parseval, on parlait souvent de Industrie 4.0. C'est un peu le mot-clé pour dire comment on va digitaliser les industries dans le futur. Et moi, quand on me parlait de ça, je pensais à ça. Donc, je pensais quasiment aucun humain, des bras robotisés partout, tout fait de manière automatique et puis surtout des problèmes de production qui sont résolus en temps réel par du machine learning ou de l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. Finalement, les humains, ils sont bien présents dans les usines, même encore aujourd'hui. Et finalement, c'est même eux la véritable source de valeur. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire à Parseval, c'est d'apporter de l'innovation tout en mettant en avant l'humain. Parce que c'est eux, en fait, finalement, qui ont cette connaissance, qui ont cette expertise et qui ont des dizaines d'années d'expérience et qui vont pouvoir, en fait, réagir de manière correcte en face d'une situation inhabituelle. Ça, c'est un exemple de process, en fait, encore aujourd'hui. Donc, en fait, comment ça se passe dans les usines, même dans les grandes usines automobiles, aérospatiales, etc. En fait, finalement, ils n'ont que des papiers. Ils ont des feuilles papier dans lesquelles, dedans, il va falloir noter au stylo la date, la personne que je suis qui est en train de faire cette tâche, et puis, étape par étape, en fait, mettre le temps initial en disant « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », et annoter s'il y a eu des choses anormales. Et on les retrouve souvent dans des petites vieilles armoires en bois. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a plus de papier, il n'y a plus de process, il n'y a plus de procédure. Donc, les personnes vont le faire de tête. Et donc, ça arrive souvent que finalement, il va y avoir des erreurs en production qui peuvent être plus ou moins graves. Et surtout, en fait, la personne après qui récupère ces papiers doit les réanalyser de manière manuelle, soit en les entrant dans un fichier Excel, etc. et qui rend les choses bien compliquées. Et donc, finalement, en fait, le modèle mental, entre celui que j'avais, qui était que des bras robotisés, et en fait celui de l'utilisateur pour qui je design, qui a eu l'habitude de ces papiers qu'il devait prendre chaque matin pour créer ses procédures, l'application arrive en fait un peu au milieu, où finalement on essaye en fait de prendre à la fois un peu d'innovation, mais aussi un peu du modèle mental de l'utilisateur pour que l'adoption soit faite et qu'il ne soit pas trop choqué de passer d'un univers à l'autre. Et donc, on voit bien qu'on a bien deux univers. Donc, à gauche, il y aurait vous,
donc le designer, la personne qui est en train de créer le produit, et il y a l'utilisateur, le client, l'utilisateur final. Et en fait, les deux, la plupart du temps. Et ce qui est important quand on crée un produit, c'est vraiment d'avoir ce modèle mental qui est partagé. Et ça, en fait, ça peut être fait grâce à des méthodes de recherche utilisateur pour réduire le gap et justement avoir cette petite zone de partage qui s'agrandit au fur et à mesure que votre connaissance s'approfondit. Et donc, plus le modèle mental est grand, plus le produit est utile. Donc, en soi, si grâce à la recherche utilisateur, un produit ou un service est en adéquation avec le modèle mental des utilisateurs finaux et le vôtre, du coup, ce produit ou ce service devient instantanément plus facile à comprendre, à utiliser et à apprendre. Donc, c'est vraiment les points clés pour qu'un produit soit un succès. Donc, maintenant, on va enfin arriver sur le vif du sujet de comment réduire finalement ce gap grâce à la recherche utilisateur dans un monde B2B. On va voir les challenges en fait du B2B en premier lieu. Donc, le premier challenge, je pense que pour ceux qui sont en B2B, ils seront sûrement d'accord avec moi, c'est ceux qui achètent, finalement, sont rarement ceux qui utilisent. Donc, c'est pas comme dans le B2C où, voilà, si vous téléchargez sur l'App Store Instagram, vous allez, la plupart du temps, c'est vous qui allez l'utiliser. Ici, c'est plutôt souvent un groupe de personnes, du coup, qui va acheter pour d'autres utilisateurs. Donc, comme par exemple, comme je vous disais en industrie, donc l'app mobile que l'on crée, elle est à destination des ouvriers, mais elle va sûrement être achetée par un comité de direction de grandes entreprises du CAC 40 ou de la Fortune 500 qui ont vraiment des besoins et une vision des choses très différentes. Donc, c'est déjà le premier challenge en B2B. Donc, les solutions auxquelles on peut penser, c'est évidemment, je ne vais rien vous apprendre ici, c'est identifier l'utilisateur final et être sûr de parler à la personne qui utilise et non pas la personne qui achète. Donc, première méthode, les entretiens utilisateurs. Et je sais à quel point dans le B2B, c'est difficile de recruter des utilisateurs. Donc, je vais essayer de vous donner quelques tips ou quelques petites méthodes que j'ai mis en place. La première chose, c'était en fait comme vous pouvez voir à droite, c'est de dire, on a entendu que vous aviez besoin de telle ou telle fonctionnalité. Vous nous avez fait part de ça à travers des commerciaux ou le support. Du coup, vous avez peut-être des outils comme Zendesk, etc., qui sont mis en place. Et vous allez voir que finalement, dans ce ticket Zendesk, par exemple, une nouvelle requête, il y a tel et tel client qui sont intéressés. N'hésitez pas déjà, en premier lieu, à les contacter librement en disant, voilà, nous sommes en train de créer en fait cette nouvelle fonctionnalité, ou on la considère, si vous n'êtes pas sûr, et dire, on ne veut pas la créer pour vous, on veut le faire en collaboration avec vous. Et donc, c'est aussi les mettre en avant et leur dire, on vous a entendu, on a vu que vous étiez intéressés, et on sait que qui mieux que vous, finalement, peuvent designer cette nouvelle fonctionnalité. Et évidemment, le fait que s'ils participent, ils vont avoir accès en avant-première à cette fonctionnalité, donc ils vont devenir un peu bêta-testeurs. Ils vont avoir une ligne directe avec l'équipe produit, ce qui est souvent en B2B très apprécié, de pouvoir parler finalement à un designer ou un CPO, etc., pour montrer qu'ils sont considérés et qu'on prend bien leur feedback en compte. Une autre chose intéressante, c'est donc du coup aussi ce qu'on a fait en onboarding, quand vous avez de nouveaux employés qui arrivent dans votre entreprise ou de nouveaux designers, par exemple. C'est ce qu'on fait souvent, c'est d'avoir un buddy, donc une personne qui va vous aider finalement à vous introduire dans votre nouvelle entreprise, faire connaître tout le monde, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'avoir, si c'est un designer, de donner un buddy designer, et ben en fait finalement désolé mon franglais, on va mettre en couple une personne designer et une personne commerciale. Donc c'est une personne du pôle commercial, du sales, du support, qui va faire le onboarding de ce nouveau designer. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ce designer va devenir la voix ou le spécialiste d'une verticale, d'une industrie ou d'un client en particulier. Ce qui est très intéressant parce que du coup, il va vraiment connaître tous les cas d'usage de ce client parce que du coup, le commercial et le designer vont avoir tendance à beaucoup parler ensemble. Et donc, évidemment, ça va créer un biais. Mais c'est pour ça que c'est important, si vous êtes plusieurs designers, d'avoir en fait cette vision très large. Et donc, chacun va avoir un client privilégié et donc, ce qui va permettre de devenir le spécialiste et de débattre un peu sur les cas d'usage et réussir à prioriser les fonctionnalités. Comme par exemple, moi, j'étais du coup spécialiste des usines agroalimentaires.
alors que j'avais un autre designer qui était spécialiste des petites startups à San Francisco. On n'avait clairement pas du tout les mêmes besoins, mais du coup, c'était intéressant de réussir à contrebalancer, de dire, OK, ça c'est important pour les grosses entreprises agroalimentaires, mais ça l'est peut-être pas pour les personnes dans le pétrole ou les nouvelles énergies, ou alors des entreprises innovantes, des petites startups, etc. Ils vont avoir vraiment des besoins différents. Donc, c'est vraiment un tips que je vous donne que moi, j'ai adoré. Ensuite, évidemment, pour recruter, c'est aussi important que vous parliez du coup avec vos commerciaux, les consultants, etc. et de trouver les bons profils. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je partage 1 semaine ou 2 semaines à l'avance par email en interne avec les sales, les commerciaux, le support, en fait, un agenda. Je veux dire, voilà, nous, on est une équipe, on travaille en squad. Donc, on dit notre squad aujourd'hui va travailler sur telle fonctionnalité. On a besoin de tel et tel profil. Et voici les sujets dont on va parler. Et on a besoin d'une personne, voilà, dans 2 semaines, on voudrait parler au moins à 5 clients différents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les commerciaux qui vont revenir vers vous et qui souvent vont vous indiquer le meilleur profil à qui parler. Mais ça permet vraiment de cibler les bonnes personnes. Et aussi, en fait, ça permet parfois de débloquer aussi des situations avec des clients où quand les relations sont tendues. Je sais que c'est quelque chose que les commerciaux, au début, quand ils ne sont pas à l'aise, ils n'osent pas envoyer l'équipe produit sur le terrain quand les relations sont un petit peu tendues, mais parfois, ça permet finalement de débloquer les choses. Parce que si un client est frustré parce qu'il y a des fonctionnalités qui manquent ou qui ne fonctionnent pas, envoyer un designer ou quelqu'un d'équipe produit sur le terrain, ça permet de dire au client, finalement, on se soucie de ce que vous pensez, on est à votre écoute. On n'est pas là pour vous promettre des choses, mais par contre, on est là pour vous écouter et pour comprendre en fait pourquoi c'est aussi frustrant. Et parfois, en fait, ça permet aussi de débloquer certaines situations. Donc, n'hésitez pas à envoyer les équipes produits ou les designers sur le terrain, même quand ça ne se passe pas très bien. Faire des entretiens utilisateurs, si vous ne définissez pas votre audience avant, ça peut être très décevant. Ça m'est arrivé justement dans la dernière entreprise où je suis, tout simplement parce que pour moi, c'était naturel que ce soit l'utilisateur final à qui je voulais m'adresser, mais au final, ne l'ayant pas précisé, je me suis retrouvée finalement face à un COMEX ou de directeur, et finalement, j'ai appris beaucoup de choses, mais ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, surtout, ciblez bien votre audience, et les cibles, elles peuvent être en fonction de critères physiologiques, physiques, comme ici, par exemple, je travaillais sur un produit santé, et donc, du coup, on avait des données aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes restrictions qu'en Europe, donc on a vraiment beaucoup de données. Et donc, j'étais capable de cibler très précisément en fonction de s'ils avaient des problèmes de cœur, des problèmes de pression, etc. Et donc, on a vraiment réussi à parler à beaucoup de gens qui étaient sur tel ou tel critère physiologique. Ça peut être aussi en fonction de l'usage. Donc, ça, c'est pour une fonctionnalité analytics. Et donc, j'ai parlé, du coup, vous pouvez voir à gauche, c'est vraiment toutes les industries pour lesquelles auxquelles on s'adresse. J'ai vraiment voulu parler à tout le monde, mais aussi parler à des gens qui finalement n'avaient jamais fait la demande d'analytics. Donc ça veut dire qu'on n'avait jamais demandé d'avoir la capacité de créer des dashboards ou des graphiques dans notre produit. Et c'est important aussi de parler aux gens qui finalement ne l'ont jamais demandé, au moins une personne, parce que finalement j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais savoir pourquoi finalement tout le monde le demande sauf eux. Et finalement c'était parce qu'ils avaient déjà des outils en place, parce qu'ils avaient déjà une équipe en place de data scientists, parce qu'ils étaient connectés avec d'autres outils. Et donc ça, c'est très intéressant de le savoir aussi parce qu'on a intégré dans nos critères aussi d'être capable d'être intégré avec pour que notre analytics soit intégré avec d'autres analytics. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu mettre en place si on l'avait pas su, si on n'avait pas parlé à ces gens qui finalement n'avaient jamais fait la demande. Rapidement, avoir des outils comme SurveyMonkey Audience, ça peut être très intéressant. C'est un outil que j'ai utilisé encore dans la santé. Je sais que dans le B2B, généralement, c'est difficile d'utiliser ces outils parce qu'ils n'auront pas forcément les cibles, des cibles très précises ou des gens qui sont dans votre domaine. Mais par exemple, pour des sujets qui touchent tout le monde comme la santé, c'est des super outils. Vous pouvez vraiment, pour des prix raisonnables, réussir à parler à un grand nombre de personnes. Donc, ça va être plutôt pour du quantitatif, donc réussir à parler à 500 000 personnes. Si vous avez vraiment le lancement d'un nouveau produit et non pas d'une fonctionnalité, mais un énorme produit qui est un gros risque pour vous et qui pourrait être un échec, il vaut mieux quand même parler à un grand nombre de personnes.
Et ce genre d'outil est vraiment sympa. Et enfin, donc, en fait, quelque chose d'intéressant, c'est aussi quand vous créez votre guide d'entretien, réussir à lister les sujets où vous avez besoin d'informations pour cibler les questions, c'est vraiment la clé d'un bon guide d'entretien. Parce en fait, vous allez avoir souvent peut-être des templates ou des questions que vous posez souvent dans vos guides d'entretien, et parfois vous pouvez passer à côté d'un sujet finalement qui est très important pour vous, mais vous n'avez pas vraiment posé les bonnes questions. Donc, surtout quand les sujets sont compliqués, moi, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de lister, comme ici dans ce tableau, en fait, toutes les hypothèses qu'on a pu avoir dans notre équipe. On dit, voilà, les personnes, je prends un exemple ici, la troisième ligne, c'est finalement être en bonne santé, c'est vraiment la motivation suprême avant l'argent. Ça veut dire que quand vous avez posé à quelqu'un qui n'est pas malade la question combien vous pourriez dépenser pour votre santé, les personnes vont avoir tendance à donner un petit budget. Alors, si elles sont malades, elles vont augmenter énormément ce budget-là parce que la santé, finalement, c'est le point numéro 1 pour elles, ce qui est normal. Mais du coup, c'était aussi des hypothèses qu'on avait et j'ai essayé en fait de faire attention qu'en face, il y avait bien assez de questions pour pouvoir répondre et valider ou pas ces hypothèses. Et quand je l'ai fait la première fois, j'ai remarqué que certaines sections me manquaient de questions. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu adapter mon guide d'entretien. Donc, une fois que vous avez fait tous ces guides d'entretien, ces entretiens utilisateurs, ces informations que vous avez finalement apprises et qui sont très précieuses, elles ne seront jamais utiles si elles ne sont pas comprises, acquises et partagées par l'équipe produit ou l'équipe avec qui vous travaillez. Ça peut être aussi les développeurs, le marketing, etc. Et donc, bien sûr, vous pourriez créer un rapport de guide d'entretien sur toutes les choses que vous avez appris et que vous pourriez partager. Souvent, c'est 10, 15, 20 pages, voire plus. C'est rare que les gens les lisent. Du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de résumer en quelques mots les points importants. Et moi, je trouvais qu'une façon ludique et facile à ingérer, c'était justement cet exercice de revue de presse. Donc, en fait, après avoir parlé à des utilisateurs, j'essaye d'imaginer la revue de presse idéale d'un produit idéal. Donc, par exemple, ici, on était en train de refaire notre application web. Et donc, j'avais dit, voilà, les top 5 raisons de pourquoi, en fait, les utilisateurs vont télécharger cette application. Et donc, je fais une sorte de version un peu marketing avec les 5 features clés. Et ça, en fait, quand les gens, du coup, finalement, ils n'ont pas participé aux entretiens, mais ils veulent savoir vite ce qui s'est passé et quels sont les points importants, c'est une façon ludique de le faire. Et c'est aussi un bon moyen de revenir plusieurs semaines après, quand vous avez fini votre fonctionnalité, revenir dessus et dire, OK, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a pas fait? Et est-ce que finalement, cette revue presse serait possible à lancer après avoir fait la fonctionnalité, après avoir développé la fonctionnalité. Et enfin, donc ça sera la fin de la partie challenge 1, mais je vous promets, après, ça ira plus vite. C'était vraiment cette section, elle est la plus importante, l'une des plus importantes pour moi. Donc, c'est les personas. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats. Nous, on les utilise, mais on appelle ça des proto-personas. Donc, on ne va pas faire des personas pour notre produit entier, toutes nos applications, par exemple. Mais on va réussir à faire des personas quand on travaille sur une fonctionnalité spécifique. Donc, ça va être des personas beaucoup plus précis. Et en fait, donc, par exemple, là à droite, c'était une fonctionnalité pour des ingénieurs en data quand on a développé justement notre fonctionnalité Analytics. On a vraiment essayé de mapper en fait l'expérience, de mapper leur quotidien, de comprendre. En fait, à gauche, je ne vous fais pas voir parce que c'est flouté, mais en fait, ici, j'ai mis des citations, ce qu'ils avaient pu nous dire, leurs vraies photos de vraies personnes et des informations comme par exemple quel type d'ordinateur ils utilisent, quel système d'opération ils utilisent, etc. Et en fait, ça, c'est pour moi beaucoup plus intéressant que de faire un persona global pour un produit parce que souvent, on va avoir tendance à mettre des hypothèses ou mettre des faits qui ne sont pas forcément vérifiés en disant ce sont des hommes divorcés, 3 enfants qui habitent en banlieue. Ça, c'est pas forcément des informations qui sont souvent vérifiées. Et est-ce que c'est intéressant pour votre produit? Faut se poser aussi la question de vraiment, en fait, parce que je sais que souvent les templates, c'est ça. Et ces informations ethnographiques sont finalement très difficiles à avoir, surtout en B2B. Donc, essayez de prendre en fait ces méthodes-là et en faire vraiment le template que vous voulez. Ce template, moi, je l'ai créé et finalement, c'est ce qui s'est avéré le plus utile pour mon équipe. Donc, ne faites pas des personas pour faire des personas, mais essayez de trouver un
un moyen de communiquer toutes les informations que vous pouvez sur une feuille A4 comme ça, en parlant des utilisateurs, mais sans avoir à aller trop loin dans les détails. Donc, le deuxième challenge, ceux qui achètent, c'est rarement une seule personne. Donc, en plus de ne pas être les utilisateurs et d'avoir des besoins différents, c'est souvent un comité de direction et du coup, qui vont avoir des fonctions différentes et donc des besoins différents. Ce qui rend la chose encore plus difficile. Mais par contre, je pense que quand même les décisions acheteurs influencent beaucoup sur l'expérience utilisateur. Du coup, c'est quand même important de comprendre les raisons business. Donc, n'hésitez pas à parler avec ces équipes de direction. N'hésitez pas à discuter avec eux pour comprendre pourquoi ils veulent acheter votre produit avant de parler aux utilisateurs ou d'avoir accès aux utilisateurs surtout. Et une manière de faire ça, c'est potentiellement mettre en place, donc en fait à droite, c'est un endroit où on est allé, où on a amené pendant 2 jours nos clients les plus proches. Et en fait, on a pris certaines fonctions très hautes chez nos clients, de directeurs, etc., pour en fait discuter de questions stratégiques, pour nous aider, nous, en fait, à créer notre roadmap de l'année suivante. C'est hyper intéressant parce que ça permet de prioriser les bons développements. Ça permet aussi de débattre, en fait, entre eux, parce que parfois, il y avait des concurrents qui étaient là en même temps, et en fait, ils adorent se retrouver pour échanger de bonnes pratiques. Et ils adorent débattre, en fait, pour faire remonter les problèmes clés qu'ils ont tous en commun. Et donc, pour vous, c'est gagnant-gagnant, parce que du coup, vous allez savoir que tous vos clients ont ces mêmes problèmes et qu'ils l'approchent de la même manière. Et donc, c'est quand même très rassurant. Et aussi, une dernière chose que nous, on a pu faire, c'est de prioriser l'innovation. Par exemple, fonder des partenariats sur des projets pilotes sur lesquels vous êtes vous n'êtes pas très sûr. Ça pourrait être un gros risque pour vous de travailler, de prendre du temps à travailler sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à trouver aussi des partenariats avec des clients pour développer ces projets-là. Nous, en exemple, une des choses qui est revenue, leur priorité numéro 1, on était tous très surpris, dans le monde de l'usine, c'était finalement de réussir à supporter la voix. C'est-à-dire, en fait, réussir par la voix à commander notre application et à réussir à faire des process comme ça par la voix, guidés par la voix. C'est quelque chose auquel on n'avait jamais pensé, qui amène évidemment beaucoup de challenges, puisque l'usine, c'est souvent des endroits très bruyants, etc. Et donc, en fait, on a trouvé un partenaire technologique qui s'appelle Realware, et on a trouvé des partenaires clients. Et en fait, on a tous ensemble créé ces projets pilotes. Vous pouvez aussi donc faire des enquêtes en fait avec des parties prenantes. Donc en fait souvent ce qui se passe dans le B2B c'est que ça se passe en 3 étapes. D'abord moi ce que je fais souvent c'est que j'envoie ce genre d'enquête Google Survey en interne auprès des sales etc. pour leur dire voilà c'est les sujets sur lesquels j'ai besoin d'informations. Je ne sais pas vraiment à qui parler. Pour une fois j'ai une audience en tête, j'ai des profils, mais je ne sais pas vraiment parmi nos clients qui sont intéressés par ça. Il n'y a pas de ticket Zendesk, il n'y a rien là-dessus. C'est vraiment une nouvelle innovation. À qui vous pensez que je devrais parler? Et donc, ça, c'est très intéressant en fait, d'envoyer ce genre de survey en interne. Et ensuite, les commerciaux vont vous diriger vers les bonnes personnes. Souvent, ils vont vous diriger vers des personnes stratégiques, donc plutôt des directeurs, etc. Parfois, ça arrive. C'est un peu embêtant, ça vous rajoute une étape avant d'accéder à l'utilisateur final. Et si ça vous arrive, finalement, c'est le directeur qui va vous dire, OK, telle et telle personne, c'est les personnes les plus investies dans votre produit, vous devriez pas parler à ces personnes-là. Donc, dans tous les cas, que ça se passe en 2 ou 3 étapes, vous pouvez toujours finir par accéder à l'utilisateur final. Il faut juste réussir à communiquer ce que vous essayez de faire. Et plus la confiance, elle est acquise, et plus finalement, vous allez pouvoir couper un peu ces étapes-là et réussir à échanger avec l'utilisateur final directement en instaurant en fait une sorte de relation plus privilégiée. Je vous mets des vrais exemples, donc j'espère que vous trouvez ça intéressant, je serais ravie de savoir après. La définition du scope aussi, je l'ai mise en fait en méthode un peu recherche parce que ce qu'on a fait ici, c'est on avait une énorme fonctionnalité à faire et on ne savait pas vraiment quelle était la priorité. Donc, n'hésitez pas en fait à varier et à tester vos scopes en fonction des retours clients ou même de montrer ces scopes-là à vos utilisateurs. Donc, moi, je suis arrivée en fait avec cette page-là à dire voilà, ça c'est notre application mobile en tout. Et voici en fait la première estimation, donc ce sur quoi on veut vraiment travailler. Donc, les parties rouges, en fait, c'est les choses qui nous manquaient. Et donc, on disait voilà, on veut pouvoir faire, on a une application web et mobile.
l'application mobile, elle est complète, mais l'application web, il lui manque des choses. On voudrait pouvoir justement travailler hors ligne, ce qu'on peut faire sur l'application mobile, mais pas sur l'application web. On pensait que c'est vraiment la priorité pour eux de pouvoir travailler hors ligne. En fait, après avoir discuté avec des utilisateurs, on s'est rendu compte que finalement, c'était réussir à avoir exactement la parité entre l'application mobile et l'application web qui était importante. C'est-à-dire, il manquait des fonctionnalités, il y a certaines fonctionnalités qui ne marchaient pas de la même manière, et du coup, c'était confusant pour l'utilisateur. Il y avait aussi beaucoup de design un peu vieillot. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché l'interface. Et donc, du coup, en fait, ils ont préféré, ils nous ont dit non, en fait, oui, le hors-ligne, c'est très important pour nous, mais on préfère que vous redesigniez l'application, que vous la remettiez à jour, qu'il y ait les mêmes fonctionnalités, qu'elle marche de la même manière. Et ce sera beaucoup plus intéressant, ça apportera beaucoup plus de valeur sur le terrain pour nous. Donc n'hésitez pas à montrer ces scopes à vos utilisateurs. Et enfin, rapidement, avoir du dashboard, c'est intéressant, surtout sur l'adoption, parce que parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez voir que pendant vos entretiens utilisateurs, les utilisateurs sont très engagés, ils ont vraiment envie de voir votre nouvelle application, votre nouvelle fonctionnalité, mais au final, personne n'utilise. Et donc, parfois, c'est difficile à comprendre pourquoi. Et donc, avoir un chiffre en fait, qui montre l'adoption de votre fonctionnalité, c'est quand même important. Et si l'adoption n'augmente pas en général, c'est soit parce qu'elle est difficile à utiliser, soit elle est facile à utiliser, mais finalement, elle est difficile à apprendre la première fois. Soit il y a un coût qui ne peut pas être couvert par l'entreprise ou par votre client, si il faut ajouter de l'argent à votre abonnement mensuel. Ou enfin, ce qui m'est arrivé, il y a une mauvaise intégration avec l'écosystème de l'utilisateur. Et là, je voulais vous donner cet exemple qui nous a coûté un certain temps parce qu'on ne le savait pas. C'est qu'en fait, pendant un moment, on ne supportait pas forcément Windows, mais en fait, Windows, les tablettes, c'était là où en usine, ils avaient tout leur écosystème SAP, ils étaient intégrés à tous leurs outils, etc., Microsoft Teams, etc. Et donc finalement, pour utiliser notre application, il fallait qu'ils passent sur un autre device. Donc, ils devaient prendre une autre tablette iPad type pour utiliser notre application. Donc en fait, c'était super frustrant pour les utilisateurs. Ils devaient toujours aller sur la tablette Windows pour tout leur écosystème, sauf la nôtre. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a appris que finalement, on a supporté Windows très rapidement quand on a su ça. Et ça peut être aussi une des raisons des problèmes d'adoption. Une phrase que vous avez sûrement souvent entendue, c'est un outil pour les pros. Du coup, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très utilisable ou de très désirable. Et donc, je vais proposer quelques outils qui vous permettent de justifier la force d'un bon design. Donc, une des premières choses, rapidement, avoir un score, en fait, un petit widget que vous pouvez mettre dans votre produit, c'est intéressant. Je pense que Intercom le propose. WalkMe, c'est ce qu'on utilise, je ne vous conseille pas forcément. Mais il y a beaucoup d'outils en fait, qui vous permettent de mettre un petit widget de 1 à 10. Comment vous trouvez cette fonctionnalité ou ce produit utile ou utilisable. Et ça va vous donner très vite une idée de si finalement tout le monde dit que c'est 2 sur 10 parce que c'est inutilisable et personne ne peut l'utiliser, vous allez pouvoir justifier en fait un redesign ou un retravail de cette fonctionnalité auprès de votre équipe produit. Une chose dont on entend souvent, c'est l'évaluation heuristique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais c'est une méthode qui est assez fastidieuse et qui est faite à un instant donné. Pour moi, elle est peu adaptée en fait à l'environnement rapide des startups. Donc, j'ai essayé d'adopter en fait cette méthode à ce qu'on appelle de la dette design, un peu comme la dette technique. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'évaluation heuristique, c'est vraiment juste un framework pour réussir en fait sur 10 critères à détecter les problèmes d'utilisabilité du design ou de l'interface. Et donc, c'est certaines catégories. Est-ce qu'elle rencontre les critères positifs ou pas? Et sinon, ça veut dire que ça a besoin d'être retravaillé. Donc, moi, j'ai mis en place plutôt ce qu'on appelle de la dette design. Donc, vous pouvez voir un exemple sur la slide. Il y a 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'est fonctionnel. Donc, c'est par exemple une fonctionnalité. Est-ce que elle va être facile à mettre à l'échelle si vous avez beaucoup de clients d'un coup? Est-ce que l'architecture d'information ou est-ce que c'est facile à naviguer? Est-ce que votre produit est facile à naviguer? Est-ce qu'il y a des vieilles fonctionnalités qui devraient plus être là ou qui sont désuètes, qu'il faut retravailler? Donc ça, c'est vraiment la partie fonctionnelle. Ensuite, il y a la partie behavioral, donc comportementale. Donc, est-ce que ça suit les conventions du web, par exemple? Donc,
que vous allez mettre un lien bleu, c'est facile à comprendre. Si vous mettez un zigzag avec une couleur derrière, parce que les gens vont comprendre que c'est un lien, pas forcément. Donc, réussir en fait à avoir une balance entre le design et les conventions que tout le monde connaît. Visuel, donc vraiment ça c'est de la UI, donc est-ce que finalement les icônes sont toutes les mêmes, etc. Et finalement la documentation. Dans le B2B, c'est très très important de documenter ces fonctionnalités, d'avoir toujours un wiki pour aider les clients à savoir comment utiliser telle ou telle fonction. Donc en fonction de ces catégories, en fait, vous allez aussi avoir des notes. Donc est-ce que c'est sévère, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, ou est-ce que c'est une priorité pour vous? Et au final, vous avez listé en fait toute cette dette. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois par mois, on se retrouvait tous les designers et on regardait certaines interfaces. On disait, voilà, vous pouvez voir des exemples ici. Par exemple, il y a une très vieille interface qui utilise des tabs. Donc, au lieu d'avoir, alors que c'est des étapes qui sont obligatoires. Donc, les gens, par exemple, ils pensaient que c'était facultatif. Et ça, c'est un énorme problème qu'on avait. Ou alors, il y a différents traitements pour les tooltips. Donc, il y a deux composants. Donc voilà, c'est des exemples comme ça que vous pouvez, ça peut être très petit ou très gros, mais en fait ça vous permet de les lister, de leur mettre une priorité. Et après nous, tous les mois, on se disait, on essayait de réussir à tacler 5 items comme ça par mois. Chaque designer le faisait un peu sur son temps libre. Réussir en fait à dire voilà, j'ai réglé ce problème. Ça permet en fait de le mettre sur papier et surtout de le prioriser. Les tests d'utilisabilité, clairement, c'est ce que j'utilise le plus, je pense. Testez votre concept, testez un prototype, testez une fonctionnalité. Juste une chose, c'est que j'aime bien en fait mettre des questions avant de commencer le test pour voir en fait le niveau aussi de la personne sur la fonctionnalité que je vais tester. Par exemple, quand on faisait des analytics, est-ce que la personne est habituée à utiliser des outils d'analyse? Est-ce qu'elle est habituée à traiter de la donnée ou pas? Parce que vous pourriez potentiellement avoir les deux audiences. Nous, c'était notre cas. Donc, poser ces questions-là avant, puis faire les tests, les scénarios en disant, voilà, vous devez faire telle tâche, comment vous feriez sans donner d'aide. Et une fois que la personne a réussi ou non à faire cette tâche, vous allez pouvoir lui demander de 1 à 5 ou de 1 à 10 à quel point vous pensiez que cette tâche était facile à faire. Ça va pouvoir vous donner en fait certaines notes et savoir où est-ce qu'est la difficulté dans votre prototype. Et en fait, moi, j'arrive souvent à ce genre de résultats. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, pour chaque tâche, donc une ligne égale une tâche, donc les colonnes, c'est une personne différente, je leur ai demandé du coup de 1 à 5 à quel point c'était facile, et ça vous donne une note moyenne. Et cette note moyenne, en fait, ça va vous permettre directement de voir où sont les problèmes dans votre prototype. Donc là, on voit tout ce qui est en rouge, c'était vraiment les choses que j'avais besoin de retravailler. Et ces notes-là, ça peut aussi vous donner ce que j'aime bien faire. En tout cas, pour les équipes, c'est facile. Pour les personnes qui ne sont pas designers, c'est facile de leur expliquer ça à travers un graphe comme ça. J'ai repris ces mêmes notes et je les ai juste mis sur un graphique pour montrer en fait comment s'est passée l'expérience. Donc en fait, c'est marrant de voir, par exemple, je vous ai montré ces deux graphiques. Le premier, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Et je ne sais pas si vous connaissez cette méthode en fait de graphique, mais l'objectif, ce n'est pas forcément d'arriver à un 5 sur 5 tout le temps, à une expérience parfaite, mais c'est d'éviter ces hauts et bas. Parce que le cerveau humain, il va se souvenir de la différence d'expérience et la différence d'émotions par lesquelles il est passé. Donc, c'est mieux d'avoir un 3 neutre, c'est-à-dire une note de 3 sur 5 neutre constante. Donc, c'est une expérience qui est moyenne, mais il va avoir un bon ressenti. Alors que là, on est passé du très haut à 5 à du très bas à 1, 2. Et ça, en fait, la première personne en bleu va dire qu'elle a eu une mauvaise expérience parce qu'il y a eu trop de hauts et de bas, trop de changements d'émotions. C'est ça dont le cerveau va se souvenir. Alors que la deuxième personne en jaune, c'était pas parfait. Ça a même commencé plutôt mal, mais la personne a dit que c'était une bonne expérience. Donc, c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire. L'important n'est pas d'essayer d'avoir une expérience 5 sur 5, mais vraiment d'avoir quelque chose de plutôt homogène. Et enfin, une manière en fait aussi de réviser en fait une fois qu'on a fait ces prototypes, de voir les problèmes qu'on avait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé toutes les problématiques ou les citations en fait des utilisateurs qui m'indiquaient qu'ici il y avait un problème. Ou je n'arrive pas à trouver comment éditer tel graphique. Ou je ne comprends pas ce que cette icône veut dire. En fait, je les ai mis là sur les. Je peux pas vous montrer parce que ça appartient à mon entreprise, mais donc j'ai vraiment listé toutes ces problématiques-là
Et ensuite, en fait, avec mon équipe, dans la troisième colonne recommandations, on a discuté comment on pouvait fixer ce problème-là. Et ensuite, moi, je donnais l'importance de ce problème. Et ensuite, les devs allaient donner la complexité de mettre en place la recommandation qu'on avait en tête. Et donc, ça vous donne une note de priorité. Et donc, du coup, en fait, on a fait un par un dans cet ordre-là. On a réussi à fixer les problématiques dans l'expérience en réussissant à contrebalancer à la fois les choses importantes et les choses qui étaient faciles à faire. Un outil que je vous conseille beaucoup, que j'adore, s'appelle Loopback. Donc cet outil, en fait, il va vous permettre de faire des tests d'utilisabilité modérés et non modérés. Donc modéré, c'est quand vous êtes présent, vous êtes là pour faire le test avec la personne. Non modéré, c'est quand il n'y a personne et que la personne le fait elle-même. Ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est qu'il supporte ces deux méthodes. Et donc, vous pouvez voir, en fait, sur cette slide, en fait, au milieu, il y a le test en lui-même. Et à droite, en fait, la personne va accepter, un peu comme ici avec Fanny, avec Livestorm, elle va accepter de mettre la caméra, le microphone, etc. Et elle va pouvoir faire le test avec les scénarios que vous avez mis en place, un par un. Et elle va pouvoir dire à haute voix ce qu'elle pense, où est-ce qu'elle a des problèmes, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, etc. En B2B, moi, j'ai trouvé cet outil très intéressant parce qu'on s'adresse à des gens qui sont busy. Ils ont beaucoup de choses à faire, ils travaillent, c'est dans le monde du travail, etc. Et donc, c'est difficile d'accéder à leur agenda ou en tout cas de trouver un petit temps dans leur agenda pour pouvoir tester des prototypes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un email en disant, voilà ce que j'essaye de tester. Voici le lien vers lequel vous pouvez aller quand vous voulez. Vous avez jusqu'à telle date pour pouvoir nous renvoyer vos feedbacks. Et on serait très heureux d'avoir ce feedback-là parce que vous avez travaillé avec nous, etc. Et donc, ça s'est avéré, l'adoption s'est faite très rapidement et les gens adorent utiliser cet outil. Donc, je vous le conseille. Il n'est pas forcément donné, mais vous pouvez peut-être partager, commencer par le premier pricing. Mais je vous conseille de le regarder. Donc, Loopback, je vous le partagerai. Enfin, rapidement, un outil que j'utilise aussi beaucoup, c'est le card sorting ou le tri de cartes. Donc ça marche très bien pour quand vous n'êtes pas sûr d'où mettre une fonctionnalité ou comment gérer votre navigation. Ce qu'on fait, c'est que vous allez mettre toutes les fonctionnalités, par exemple, à gauche. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire pour revoir notre navigation, pour essayer de comprendre comment les gens ils groupent les fonctionnalités ensemble. Et donc, en fait, on leur donnait tous ces items à gauche. On leur disait, voilà, vous pouvez les grouper n'importe comment, faites ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi donner un titre à ces catégories-là. Et nous, ça nous a aidé à comprendre comment les gens fonctionnaient et comment on devait organiser notre navigation. Ces outils Optimal Sort, par exemple, c'est un outil gratuit en ligne qui est super bien fait. On est presque à la fin, je vous promets. Donc, deux challenges encore à discuter rapidement. Le quatrième, c'est la concurrence, c'est pareil, ils ne font pas mieux. C'est quelque chose que j'entends tout le temps. Et donc, si la concurrence ne fait pas mieux, finalement, pourquoi nous, on ne ferait pas mieux? Moi, c'est comme ça que je l'amène. C'est en fait identifier les forces et les faiblesses de son produit face au marché, c'est hyper intéressant. Et du coup, faire une analyse concurrentielle par rapport à vos plus gros concurrents, dire voilà, par exemple ici, c'est quand je travaille sur une solution de santé, j'ai vu en fait que voilà, effectivement, il y avait très peu, vous pouvez voir à la fin, très peu de fonctionnalités user-friendly comme le Touch ID, très peu de fonctionnalités communautaires comme des chats, etc. et très peu de gamification. Et finalement, c'est là-dessus on s'est dit, ok, pourquoi en fait nous on n'irait pas par là, pourquoi on ne développerait pas des fonctionnalités en ce sens-là pour en fait réussir à se démarquer et apporter une nouvelle valeur que finalement le marché n'apporte pas. N'oubliez pas aussi, même si c'est pour de la UI, on dit voilà, l'interface est pas très sexy. C'est aussi un avantage concurrentiel que d'avoir un produit un peu sexy que les utilisateurs ont envie d'adopter. Et vous pouvez essayer, si vous avez du mal à le faire comprendre à vos équipes, de faire des petites améliorations et de montrer, si vous avez quelques métriques, de montrer que finalement, ça a augmenté l'adoption. C'est une très belle manière aussi de montrer à quel point, en fait, désirer un produit, c'est très important, même pour du B2B. Et dernier challenge, c'est une phrase aussi qu'on entend beaucoup, c'est pour vendre, il faut faire plus de fonctionnalités ou de nouvelles fonctionnalités. C'est un très gros travers qu'on a dans le B2B. Souvent, on se dit, voilà, il faut faire plus, parce que soit la personne, elle paye un abonnement, il faut rajouter de nouvelles valeurs, soit ça nous permet en fait
d'apporter de nouveaux contrats avec des options supplémentaires. Mais bien souvent, l'amélioration de l'existant, elle est négligée. Et pourtant, c'est ce qui apporte de manière moins risquée beaucoup de valeur à court terme. Parce que la fonctionnalité, elle est déjà connue, elle a déjà un succès. Vous avez déjà plus ou moins validé que c'était utile avec l'utilisateur parce que l'utilisateur l'utilise. Et donc, vous connaissez les risques. Et surtout, en fait, elle ne va pas passer par souvent ces étapes de vie qui sont, on le passe en pilote, puis après en pré-release, puis après on le donne accès à tout le monde. Ça peut se passer sur 6 mois, 1 an. Donc, au lieu de faire ça, en fait, de développer une nouvelle fonctionnalité, n'hésitez pas à vous battre pour améliorer l'existant, parce que je vous assure que souvent, ça amène énormément de valeur. Très rapidement, aussi, n'hésitez pas à, au lieu d'amener une nouvelle fonctionnalité, identifier de nouveaux cas d'usage. Je pense que dans le B2B, c'est ce qui est le plus important. Réussir à trouver de nouvelles verticales, de nouvelles industries ou de nouveaux cas, de nouveaux use cases. En fait, c'est la meilleure manière que de réussir à mettre à l'échelle votre produit, à scale votre produit, au lieu d'amener de nouvelles fonctionnalités ou d'aller sur des terrains qui ne sont pas forcément les vôtres. Discutez-en en interne avec les sales, ils ont sûrement beaucoup de connaissances là-dessus, ou avec vos pairs dans l'industrie en participant à des conférences, des webinaires, etc. Nous, par exemple, on est souvent en partenariat avec Accenture, BCG, etc., qui ont une vision très, très optimiste et très futuriste des choses, mais qui nous donnent une bonne idée de vers quelle innovation on doit aller. Donc, en bref, voilà, c'est la fin de la présentation. Les challenges au quotidien, c'est évidemment les personnes qui achètent sont souvent pas celles qui utilisent et c'est souvent plusieurs personnes ou un comité qui décide de comment acheter tel ou tel produit. Donc, faites en sorte de bien connaître votre utilisateur final, mais aussi comprenez les raisons business qui font qu'on va acheter votre produit. Et c'est pas parce que c'est un outil pro qui est dans le B2B qui ne doit pas être désirable. Au contraire, ça peut être un très bel avantage concurrentiel. Analysez votre marché pour voir où est-ce que vous pouvez vous positionner. Et enfin, n'hésitez pas à parler avec vos pairs et participer à beaucoup de conférences. C'est toujours hyper intéressant. Et enfin, la dernière slide que je voulais vous dire, c'est que toutes ces méthodes de recherche, ce ne sont que des outils. Et ce n'est pas une finalité en soi, une réponse en soi. Donc, vous avez pu le voir, moi, j'ai essayé de vous montrer vraiment des vrais exemples, des choses que j'utilise. J'ai essayé de me les approprier. Donc, je suis partie d'une méthode existante. Et j'ai réussi en fait à l'adapter à ce dont j'avais besoin. N'hésitez pas à faire ça. Moi, au début, au début de ma carrière, j'avais tendance à faire très théorique, à suivre exactement les étape par étape les méthodes. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc, regardez ce qui se fait et il y a beaucoup de designers qui font ça, donc aussi prenez de l'inspiration. Je mettrai en place un petit lien. Je pensais avoir mis un petit. Bon, je vous l'enverrai sur. Je vois qu'il y a une petite action, on peut faire ça. Je vous envoie ça ou vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien. Je vais essayer de mettre des templates. Je viens juste de commencer, donc soyez patients. Il y aura sûrement des choses en anglais et en français. Mais j'ai vraiment envie de partager avec vous tous ces templates-là pour vous aider aussi à utiliser ces méthodes. Merci. Merci beaucoup, Alexa. C'était super complet et intéressant. Merci à tous d'ailleurs d'avoir participé à cette formation. Donc, je pense qu'Alexa, tu as été ultra claire parce qu'on n'a pas reçu de présentation. On reçoit des remerciements, mais pas de questions. Donc, n'hésitez pas en tout cas si vous en avez à nous les envoyer. En attendant, je vais juste reprendre la main sur le partage d'écran. Donc, je vous ai partagé tout à l'heure le lien du profil d'Alexa. Je vais également vous partager le lien qui vous permet en fait de proposer vous aussi d'animer des Malt Academy si vous êtes intéressé. Hop, donc, c'est un formulaire en anglais et vous pouvez du coup vous proposer d'en animer. Hop, du coup. Alors, ah oui, c'est parce que tu viens de partager aussi un... Ah oui, non, j'ai juste partagé. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Non, pas de souci. Donc, Malt Academy. Voilà. Vous allez le recevoir à l'instant. Donc, vous pouvez tout à fait proposer d'en animer.
Vous pouvez également consulter les replays, comme je vous le disais, et le programme des prochaines semaines. Donc, je crois qu'on n'a pas du tout eu de questions. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Alexa. Le webinaire sera accessible du coup en replay dès la semaine prochaine. Il faut souvent attendre une petite semaine pour avoir le replay en ligne. Donc, si jamais vous êtes arrivé en cours de route, que vous n'avez pas pu suivre le début de la formation, vous pourrez le faire d'ici quelques jours. Et du coup, je vous envoie par mail les éléments que Alexa souhaitera vous transmettre, donc les templates, peut-être d'autres choses d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a VB qui nous dit qu'il n'arrive pas à accéder aux templates. Alexa, je ne sais pas s'il y a des autorisations. Normalement, il est en public, mais normalement, il est vide pour l'instant. Il faut que j'ajoute les choses pour l'instant. Ah oui, d'accord. C'est Ok, normal. donc je pense que c'est ça, oui, en effet, parce que je viens de cliquer dessus. En effet, il est vide, donc Vous pouvez rajouter VB. des choses. Voilà, voilà, c'est ça. Donc VB, je ne sais pas qui se cache derrière VB, mais il faut attendre un petit peu. Alexa va le compléter. Eh bien, merci à tous en tout cas pour votre participation et puis à très vite pour une nouvelle Malt Academy. Encore une fois, merci beaucoup Alexa. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.